Et si le futur du continent africain s'écrivait non pas à Paris, mais sous le soleil et la poussière de Ouagadougou? Imaginez, dans l'un des pays les plus pauvres du globe, plus de 50 000 maisons émergent, sans aucun appui du Fonds monétaire international, sans validation étrangère, sans plan importé. Ce n'est pas un rêve lointain, c'est le pari insensé que le Burkina Faso relève aujourd'hui, loin des projecteurs du développement international. Ce chantier gigantesque échappe entièrement au circuit balisé par les institutions financières étrangères. Ici, point de plan venu de Washington, ni de prêts conditionnés, ni de contrats secrets. Seulement la détermination d'un peuple et la vision tranchante d'un jeune président de 34 ans, Ibrahim Traoré, qui a choisi de rompre avec les vieilles règles et de refuser la tutelle de l'aide extérieure. Ce choix fait trembler les fondations. Pendant des décennies, l'Afrique a vécu sous la dépendance. Pour bâtir, il fallait d'abord supplier, puis s'endetter pour enfin voir partir ses richesses ailleurs. Le Burkina Faso ose briser cette chaîne. 50 000 toits prennent forme, prouvant qu'un pays africain peut construire son avenir sans s'agenouiller devant les puissances étrangères. Mais à quel prix? Est-ce l'aube d'une renaissance ou la promesse d'un dangereux isolement? L'Afrique peut-elle vraiment se libérer de l'aide extérieure sans risquer l'asphyxie, la ruine ou la colère de ceux qui la surveillent? La Renaissance City de Ouagadougou ne bouleverse pas seulement le visage de la ville. Elle redistribue les cartes du pouvoir, de l'indépendance et de la dignité sur tout un continent. Pour comprendre comment ce défi presque impossible a pris vie, il faut d'abord remonter aux origines du fardeau historique qui pèse sur le Burkina Faso. Avant de saisir l'ampleur de ce tournant, il faut explorer comment la dépendance financière s'est enracinée au fil des décennies. Le passé du Burkina Faso éclaire la véritable portée de cette rupture. La terre des hommes intègres n'a jamais désiré ces chaînes. Pourtant, elle les a portées des décennies durant, et leurs cicatrices balafrent encore ces villes, ces villages, ces rêves. Pour saisir pourquoi la construction de 50 000 maisons à Ouagadougou fait trembler l'histoire, il faut d'abord sonder la profondeur de ce passé. Pendant près d'un siècle, le Burkina Faso, jadis Haute-Volta, a été une pièce au service du puzzle colonial français. L'indépendance est venue en 1960, mais la liberté n'a pas effacé la dépendance. Prêts toxiques, traités biaisés, pillage des ressources. Les chaînes d'autrefois ont changé de nom, devenant dettes ou contrats, sans jamais vraiment tomber. Aujourd'hui, plus de 80% des Burkinabés vivent du sol, sous un ciel parfois impitoyable. Pourtant, presque la moitié survit sous le seuil de pauvreté. Un paradoxe qui brûle, le pays regorge d'or, de coton, de terres fertiles, mais la prospérité fuit les villages. Le même scénario se répète. La richesse s'échappe, la pauvreté s'incruste. C'est la mécanique cruelle du Sahel, un fleuve de biens qui coule sans retour. Les camions d'or, les signatures dans l'ombre, tout converge vers une vérité brute. Ici, la fortune part au loin et l'espoir s'effrite. Pour comprendre à quel point cette mécanique s'est ancrée, il suffit de regarder la carte du Sahel. Du Mali au Niger, du Tchad au Burkina Faso, le schéma se répète. Prenons l'exemple du Mali, un pays riche en or mais où la majorité de la population vit dans la précarité. Les sociétés étrangères exploitent les mines, exportent le minerai brut et laissent à peine de quoi financer des infrastructures de base. Au Niger, l'uranium extrait du sous-sol alimente les centrales nucléaires françaises, mais les villages environnants manquent d'électricité. Ces scénarios illustrent un système continental où la dépendance n'est pas une fatalité, mais bien le fruit d'un déséquilibre historique entretenu. Les ruptures sont rares dans ce cycle. Pourtant, il y a eu un éclair. Thomas Sankara. 33 ans, un verbe rebelle. Il a défié l'aide sous condition, renversé l'ordre ancien. Il prêchait souveraineté, autosuffisance, dignité. Mais en 1987, il a été assassiné. Sa révolution étouffée a laissé place au retour de l'emprise mondiale. Oublier ce contexte, c'est ne rien comprendre. Sans cette histoire de lutte et de chaîne, la révolution actuelle ne serait qu'un mirage de plus. Saisir l'enjeu, c'est mesurer combien chaque maison construite aujourd'hui est une victoire arrachée aux décennies de dépendance et de spoliation. Mais depuis septembre 2022, la donne a changé. Un nouveau visage, jeune, inflexible, s'est imposé. Ibrahim Traoré. Sous sa direction, une nouvelle ère s'ouvre, portée par une ambition radicale, bâtir sans dette, sans tutelle. Le projet des 50 000 maisons devient ainsi le terrain d'une lutte titanesque pour la souveraineté. Et si pour la première fois, la richesse restait sur le sol africain? Imaginez une ville où chaque pierre, chaque toit, chaque emploi refuse de nourrir l'exil des ressources vers l'étranger. À Ouagadougou, cette utopie commence à prendre racine, à la vue de tous.
Ibrahim Traoré, jeune président de 34 ans, a pris une décision inédite. Il a dit non aux troupes françaises, non à l'aide conditionnée des anciennes puissances, non aux compromis qui minent l'indépendance. Ses partenaires, Russie, Chine, Turquie, sont choisis pour servir les intérêts du Burkina Faso, et non pour perpétuer un héritage imposé. Mais aucune nouvelle dépendance ne sera tolérée. Ici, la souveraineté n'est pas une posture, c'est un acte répété, chaque jour. Pas un seul prêt du Fonds monétaire international, ni un contrat imposé par la Banque mondiale. Le financement vient d'ici, de la terre du Burkina Faso, du travail local, des ressources mobilisées par la population et l'État. La main-d'œuvre n'est pas étrangère. Ce sont des milliers de Burkinabés, jeunes formés sur place, artisans, ingénieurs, ouvriers, tous impliqués dans l'édification de cette cité. Même les matériaux viennent en du pays. Pierre, terre, bois, savoir-faire, tout est épuisé localement. Ce choix a un double impact. D'abord, il crée des emplois massifs, mais surtout, la richesse circule au sein des familles, des communautés. L'argent ne s'évapore plus dans des banques étrangères ou des sièges sociaux lointains. Il irrigue l'économie du Burkina Faso mètre carré après mètre carré. Pour illustrer cette dynamique, penchons-nous sur le cas concret d'une famille burkinabé. Avant le lancement du projet, le chef de famille travaillait dans un secteur informel, gagnant à peine de quoi nourrir ses proches. Grâce à l'essor du chantier, il a pu être recruté comme ouvrier. Cette opportunité lui a permis de suivre une formation, d'acquérir de nouvelles compétences et, à terme, de gagner un salaire décent. Avec cet argent, il a pu scolariser ses enfants, investir dans un petit commerce familial et soutenir la communauté locale. Ainsi, la richesse générée par le projet reste ancrée dans le tissu économique local. Et voici la rupture la plus inattendue. Ces maisons ne sont pas vendues, elles sont données. Pas de crédit, pas d'hypothèque, aucune spéculation immobilière qui exclut les plus modestes. Ici, on casse la logique de la financiarisation qui transforme le logement en marchandise. Le toit redevient un droit, pas un privilège. Pendant des décennies, le schéma s'est répété. Projets imposés, dettes sans fin, marché verrouillé, profits captés à l'étranger. Renaissance City inverse ce cycle. Pour la première fois, le bénéfice reste, grandit et irrigue le pays. La souveraineté ne se mesure plus dans des discours, mais dans la réalité. Chaque mètre carré bâti sans dépendance est une victoire concrète. Le pari est immense. Si le Burkina Faso échoue, la vieille croyance en la dépendance sera renforcée et l'espoir d'un autre chemin s'amenuisera. Mais si le pays réussit, c'est tout un continent qui peut se relever, inspiré par cet exemple. Le modèle burkinabé inquiète l'ordre établi, il ouvre une brèche où d'autres nations voudront s'engouffrer. Ce n'est pas seulement une question d'économie ou de politique. C'est une reconquête de la dignité, une révolution silencieuse où chaque brique posée éloigne un peu plus les frontières de la dépendance. Mais jusqu'où peut aller cette rupture ? Ce projet exemplaire n'est pas sans ennemis ni obstacles. Une ville peut-elle briser des siècles de dépendance ? L'interrogation brûle autant que l'espoir qu'elle fait naître. Renaissance City, surgie du Sahel sans aide ni dette, n'est pas qu'un chantier. C'est peut-être la première page d'un réveil africain, mais aussi le point de départ de nouveaux défis. Le maître mot ici, durabilité. Des panneaux solaires transforment le soleil du Burkina Faso en énergie. La gestion de l'eau se fait à l'échelle des quartiers. Des milliers d'arbres sont plantés pour reverdir la terre, ralentir le désert. Rien de tout cela n'est décoratif. Chaque choix s'oppose aux erreurs des modèles importés. Prenons l'exemple d'un quartier de la Renaissance City. Là, des groupes d'habitants participent à l'installation de systèmes de récupération d'eau de pluie. Grâce à une formation assurée par des ingénieurs locaux, ils apprennent à entretenir les équipements, à répartir l'eau collectée pour l'irrigation des jardins communautaires et à partager les surplus avec les voisins. Ce modèle de gestion collective de la ressource, inspiré des traditions africaines, renforce la solidarité et assure la pérennité du projet. Mais la vision va bien au-delà de la construction. Renaissance City promet des écoles pour tous, des cliniques proches, des marchés animés. L'ambition ? Offrir plus que des maisons, un avenir où santé, éducation et cadre de vie sont indissociables. Concrètement, chaque nouveau lotissement inclut une école primaire et un centre de santé. Les enseignants sont recrutés localement et bénéficient de programmes de formation continue. Un exemple marquant, dans l'une des premières écoles ouvertes, le taux de scolarisation des filles a bondi de 30 à 70% en une seule année. Côté santé, le centre médical le plus proche est désormais accessible à pied pour la majorité des habitants, réduisant de moitié les délais d'intervention en cas d'urgence. Un tel pari, s'il réussit, bouleverserait tout.
Déjà au Mali, au Niger, au Sénégal et en Côte d'Ivoire, des initiatives naissent inspirées par le modèle burkinabé. Le précédent prend forme. Un continent ose bâtir sur ses propres plans sans attendre le feu vert de Washington, Paris ou Bruxelles. Pour mieux comprendre la portée de cette influence, évoquons le cas du Sénégal. À Dakar, des urbanistes et des responsables politiques observent de près le modèle de Renaissance City. Ils envisagent d'adapter ce concept à la banlieue de la capitale avec l'objectif de construire 21 000 logements sociaux sans recourir à l'aide internationale. Ces discussions, largement relayées dans la presse sénégalaise, montrent que l'impact du projet burkinabé dépasse déjà ses frontières. Mais Renaissance City concentre autant de rêves que d'inquiétudes. Sur les réseaux sociaux africains, l'enthousiasme est débordant. Le projet devient symbole de revanche et d'espoir. Pourtant, dans les cercles anciens du pouvoir, la méfiance s'installe. Certains dénoncent une utopie naïve, d'autres craignent de perdre leur influence sur un modèle qui s'émancipe. Tout reste à jouer. Le Burkina Faso affronte une pauvreté tenace, l'insécurité, des infrastructures fragiles. Pour que Renaissance City inspire au-delà de ses frontières, il faudra de la persévérance, une mobilisation de tous et la force de traverser les tempêtes à venir. L'enjeu est immense. Une réussite ouvrirait une brèche dans les récits de dépendance et offrirait à l'Afrique la promesse d'une indépendance réelle. Mais l'échec donnerait raison aux sceptiques, qui s'empresseraient de proclamer que le continent ne peut se libérer sans tutelle étrangère. Pour anticiper les obstacles, il est essentiel de mettre en place des mécanismes de suivi et d'évaluation. Par exemple, un comité citoyen, composé d'habitants, d'experts et de représentants de la société civile, a été créé pour surveiller la distribution des logements, la qualité des constructions et la gestion des ressources. Ce comité publie chaque trimestre un rapport détaillé, consultable en ligne, afin de garantir la transparence et d'éviter les dérives observées dans le passé dans de nombreux projets publics. Mais qui sont ceux qui portent ce pari, jour après jour, sur leurs épaules ? Derrière chaque brique, une multitude d'acteurs s'engagent, guidés par un même désir de rupture. Parmi eux, il y a des femmes entrepreneurs, comme Awa, qui a créé une coopérative de fabrication de briques écologiques. Grâce à ce projet, elle a embauché une vingtaine de jeunes femmes du quartier, leur offrant un revenu stable et un avenir professionnel. Il y a aussi Moussa, un ingénieur revenu de la diaspora, qui a choisi de mettre ses compétences au service du pays natal, supervisant les équipes sur le terrain et organisant des ateliers pour transmettre son savoir-faire. Et si chaque mot de soutien, chaque voix, chaque merci amplifiait réellement cette marche vers la dignité ? Il n'est pas toujours nécessaire d'attendre des grands sommets ou des annonces fracassantes. Parfois, la solidarité commence dans la discrétion d'un message, d'un partage, d'un clic. Sur les réseaux sociaux, chaque commentaire, chaque publication, chaque partage devient une pierre posée à l'édifice de la solidarité numérique. Ce sont des actes minuscules en apparence, mais immenses par leur portée. C'est dire à Ouagadougou, au Burkina Faso et à toute l'Afrique que leur combat pour la souveraineté est visible, entendu, soutenu. Geste après geste, ces élans se transforment en une vague que même les puissances les moins enclines au changement ne peuvent feindre d'ignorer. Mais la force de cette révolution ne se limite pas à Internet. Elle s'enracine dans l'apprentissage, la transmission, l'implication concrète des jeunes. Imaginez des dizaines de milliers de jeunes formés au métier du bâtiment, à la gestion de projets, à l'urbanisme, qui unissent leurs forces pour bâtir des maisons pour leurs familles, leurs voisins, leur communauté. Ici, il ne s'agit pas seulement d'ériger des murs, mais de forger des compétences durables. Une génération entière apprend à compter sur elle-même, à créer de la valeur sans dépendre de l'extérieur. La souveraineté naît aussi dans chaque atelier, chaque chantier, chaque salle de formation où l'on investit dans l'intelligence et la créativité nationale. Pour concrétiser cette montée en compétences, des centres de formation professionnelle ont été ouverts dans plusieurs quartiers de Ouagadougou. Chaque année, plus de 2000 jeunes y apprennent des métiers du bâtiment, de la plomberie, de l'électricité ou encore de la gestion de chantier. Les formations sont conçues en partenariat avec les artisans locaux et incluent des stages pratiques sur les chantiers de la Renaissance City. Ce système garantit que le savoir-faire reste sur place et se transmet à la génération suivante. Cependant, croire que tout est acquis serait une illusion dangereuse. L'histoire du continent enseigne la nécessité d'une vigilance constante. Contrôler chaque étape localement, refuser le retour des vieilles pratiques, corruption, clientélisme, favoritisme, devient un impératif collectif. Protéger la juste répartition des logements, garantir que la Renaissance City bénéficie d'abord à ceux qui en ont le plus besoin, pas à une élite, voilà le défi.
La vigilance est notre dernier rempart contre la répétition des échecs passés. Mais surtout, cette aventure rappelle que la dignité ne s'attend pas. Elle se construit jour après jour, geste après geste. Il ne s'agit plus de rester spectateur en espérant un miracle venu d'ailleurs. Il s'agit d'oser l'action, même symbolique. S'exprimer, s'informer, se former, entreprendre localement, ce sont ces gestes simples, répétés, qui peuvent changer le cours d'un pays. Ne rien faire, c'est accepter que l'histoire se répète, que d'autres écrivent dans notre destin. Mais chaque acte, aussi modeste soit-il, pèse lourd sur la balance du futur. Pour donner un exemple concret de mobilisation citoyenne, citons l'initiative Un arbre pour demain, lancée par un collectif de jeunes de Ouagadougou. Chaque famille bénéficiaire d'une maison s'engage à planter au moins un arbre dans le quartier, contribuant à la lutte contre la désertification et à l'embellissement du cadre de vie. En moins d'un an, plus de 10 000 arbres ont été plantés, transformant progressivement l'environnement urbain et renforçant le lien communautaire. Face à ce chantier colossal et à ce bouleversement de société, une question brûle pour chacun. Qui aura demain le courage de marcher dans les pas du Burkina Faso ? Car ce qui se joue ici dépasse largement les frontières du Burkina Faso. C'est toute l'Afrique et au-delà qui observe un nouveau modèle est-il vraiment possible ? La révolution ne s'achève pas avec 50 000 maisons. Elle s'allume dans chaque pas de celles et ceux qui refusent d'attendre la permission encore et encore. À Ouagadougou, on a bâti bien plus que du béton, du bois ou des toits. C'est une déclaration. L'Afrique peut écrire sa propre histoire sans validation étrangère, sans attendre la bénédiction ni les fonds de ceux qui imposaient jadis leur cadence. 50 000 foyers, financés sur place, sans dette, sans les signatures de Washington ou de Paris. Chaque mur, chaque rue, chaque pierre posée clame haut. La souveraineté se construit, elle ne se mendie plus. Pour illustrer la puissance symbolique de ce projet, rappelons un épisode marquant. Lors de la cérémonie d'inauguration du premier quartier, les habitants ont hissé un drapeau confectionné localement, sur lequel étaient inscrits ces mots « Notre avenir, nos mains, notre dignité ». Ce geste relayé par la presse et sur les réseaux sociaux a inspiré des messages de soutien venus de toute l'Afrique de l'Ouest et même de la diaspora en Europe et en Amérique du Nord. Des campagnes de financement participatif ont vu le jour pour soutenir l'équipement des écoles ou l'achat de matériel médical pour les nouveaux centres de santé. Rester spectateur, c'est choisir l'immobilisme. Être témoin de cette transformation, c'est déjà entrouvrir la porte d'un autre possible. Mais s'engager, même par un mot, un partage, une conversation, c'est devenir la courroie d'un nouvel imaginaire africain, où la dignité n'est plus négociable et où l'espoir n'a plus de prix. Ce projet ne s'arrête pas aux frontières du Burkina Faso. Il appartient à quiconque en a assez d'attendre la permission pour rêver, agir, inventer de nouveaux lendemains. 50 000 maisons, c'est un symbole. Ce qui pèse vraiment, c'est ce que chacun fera de cet exemple. Si cette histoire vous parle, abonnez-vous. Mais surtout, devenez témoin. Soyez la voix qui porte cette preuve. L'Afrique peut briser ses chaînes et surprendre le monde entier. L'avenir ne se contemple pas, il s'écrit à plusieurs mains. Et si tout cela n'était qu'un prélude, donnez-nous vos avis en commentaire, partagez vos idées et préparez-vous. La suite pourrait bien redessiner ce que l'on croyait possible, pour tout un continent.